On a déjà suffisamment de pente pour que les cochons fassent du muscle. On a suffisamment d'arbres pour avoir de l'ombre l'été, parce qu'on reste dans le Gard sur un climat qui est très 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 chaud l'été, et nous on est plein sud, donc on en souffre vraiment. Ce changement climatique-là va poser problème à terme, parce que les périodes où on va avoir besoin de les arroser et de les surveiller intensément en termes de santé, s'agrandissent. On sait très bien qu'à terme, on risque d'avoir les mêmes problèmes qu'il y a aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales, qui ont des gros soucis d'accès à l'eau et de restriction d'utilisation. À l'avenir, je pense qu'on développera, enfin en tout cas on va essayer de développer de plus en plus tout ce qui est visite de ferme et repas sur la ferme, parce que c'est une démonstration par l'exemple qui vaut toutes les explications en fait. Bonjour à tous, on continue notre série sur l'agroforesterie avec le projet européen Agroforestery for Europe. Aujourd'hui, je vous emmène sur la ferme Le Mas-Delfray, située dans le Gard, non loin d'Alès. On va y rencontrer Audrey Burban, qui travaille avec son collègue Nicolas Villain. Ils font de l'élevage porcin en plein air intégral, sous chênaies et châtaigniers. On vous emmène, à tout de suite. Alors, je m'appelle Audrey Burban, on travaille à deux sur cette ferme qui s'appelle Le Mas-Delfray, donc mon compagnon et moi-même. On est arrivé ici, c'était pas du tout une ferme, hein, c'était une maison qui était plus ou moins une résidence secondaire. On a clôturé 6 hectares à peu près de bois. Alors il y a sur les 6 hectares de bois tout en bas du terrain, c'est du chêne vert, du châtaignier, on a tous nos cochons à l'engraissement, et on a 5000 mètres carrés ici, plutôt en hauteur et à côté de la maison, sur ce qui était autrefois donc un vignoble, qui est plutôt maintenant une prairie. Quand il n'y a pas de cochons, l'herbe repousse, mais enfin quand il y a des cochons, on voit bien que c'est comme Attila, il y a pas grand-chose qui résiste. Donc le Mas-Delfray, on est vraiment sur le piémont cévenol, on est à 435 mètres d'altitude, on est vraiment sur les premières collines des Cévennes, ça monte beaucoup plus haut derrière nous, et on a une très très belle vue sur tout le bassin alésien, sur le mont Ventoux. On est oui, à une altitude qui nous paraît déjà raisonnable, c'est-à-dire qu'on a une très très belle vue et on est un peu en hauteur, mais on n'a pas les frimas qu'ont nos collègues lozériens sur le mont Tegual ou sur le mont Lozère. On a déjà suffisamment de pente pour que les cochons fassent du muscle. On a suffisamment d'arbres pour avoir de l'ombre l'été, parce qu'on reste dans le Gard sur un climat qui est très 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 chaud l'été, et nous on est plein sud, donc on en souffre vraiment. C'est une donnée importante en fait, notamment sur l'élevage de cochons, parce que c'est un animal qui supporte pas du tout la chaleur et qui a besoin de se rafraîchir en ayant de l'eau ou de la boue, chose qu'on lui procure en récupérant un maximum d'eau de toiture de bâtiments, mais comme ils sont en plein air, il y a très peu de bâtiments. Mais il faut savoir que l'été, dès qu'on dépasse les 30 degrés, le cochon ne se sent pas forcément très bien. Il bouge plus, il se terre dans le sol, il attend que ça passe. Et en fin de journée, on se doit de les arroser pour faire redescendre la température. Sinon ils ne se porteraient pas bien du tout. Sur des tout petits, ça peut même aller jusqu'au décès. Donc c'est vraiment à surveiller. Donc les arbres nous sont absolument indispensables pour propager leur ombre. Même si en plein été, sous la forêt de chêne vert, il fait quand même plus de 30 degrés, c'est compliqué pour les cochons. Le reste du temps, ils sont particulièrement bien installés, parce qu'il y a des zones d'ombre et des zones de soleil. Donc l'hiver, on les voit lézarder au soleil. Dès qu'il y a un rocher qui prend le soleil, ils sont contre le rocher pour avoir encore plus chaud. Mais le froid les dérange pas du tout en revanche. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la ferme? On a également quelques mètres carrés en bas avec un verger dans lequel on a installé des poules. D'abord pour qu'elles aient de l'ombre d'une part, qu'elles puissent bénéficier des fruits qui vont tomber et qu'on n'aurait pas ramassés, et pour qu'en retour elles mangent les larves des parasites, éventuellement des fruitiers. Donc elles sont bien installées à l'ombre elles aussi. Bon, il y a beaucoup d'oliviers, mais elles ont aussi des pruniers, des poiriers, des pommiers, cognaciers et des châtaigniers. Donc elles picorent à longueur de journée ce qu'elles trouvent dans le sol et ce qui tombe des arbres.
Et on a, pour compléter le tout, on a 2 chèvres là-haut qui devaient nous aider à débroussailler au départ et qui en fait ont bouffé tout ce qu'on voulait pas qu'elles mangent et qui ont rechigné à débroussailler quand on a préparé tous les parcs des cochons. Donc elles ont leur parc à elles maintenant et on les nourrit, on les nourrit de foin et de mûrier platane quand arrive la saison. Si on n'a pas tout coupé nous-mêmes, le voisin arrive avec ses branches à lui. Il est bien content de s'en débarrasser auprès des chèvres. Il trouve que c'est super utile. Voilà. Bon, les 2 chèvres, finalement, elles font plus pour le décor et pour l'accueil des visiteurs quand on est sur des journées d'accueil qu'autre chose, parce qu'elles sont juste là pour faire joli. Alors le climat dans les Cévennes, il est assez méditerranéen, en tout cas nous sur la partie où on se trouve, avec ces épisodes cévenols qui vont arriver plutôt à l'automne ou au printemps, où il y a tout le front atlantique et le front méditerranéen, les courants d'air chaud et froid qui vont se rencontrer juste au-dessus des Cévennes et qui vont conduire à des très très grosses intempéries. La semaine dernière, en une nuit, il est tombé plus de 200 millimètres. Alors ça, c'est les données météo sur la Grand Combe, qui est la ville voisine. Nous, on a des pluviomètres, ils s'arrêtent à 40 millimètres et ils débordaient vraiment. Et on n'est pas retourné régulièrement, hein, on vérifie combien il tombe, mais régulièrement, il pleut plus de 100 millimètres sur 24 heures, quoi. Alors on est en crête, on est en hauteur de colline et tout ça descend, mais ça ravine beaucoup les terrains. Et après, on a un climat très très chaud, très très sec l'été, de plus en plus long. Il y a des périodes où ça commence en juin et ça s'arrête à mi-août. Et il y a d'autres moments où les périodes de canicule et de grosses chaleurs vont aller de juillet jusqu'à fin septembre. On s'est vu une année faire de l'accueil à la ferme un 1er octobre et avoir aussi chaud qu'au mois de juin, bien que les jours aient déjà baissé. Donc on a vraiment des grosses périodes de chaleur. Et après, on ne peut pas dire que le froid soit très très rude l'hiver. On a eu de la neige quand on s'est installé sur les premières années, mais ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu de neige. Et quand bien même, elle ne tient pas beaucoup. Les périodes de chaleur sont beaucoup plus marquantes que les périodes de froid. Ce qui nous inquiète en fait d'autant plus pour les cochons. Ce changement climatique-là va poser problème à terme parce que les périodes où on va avoir besoin de les arroser et de les surveiller intensément en termes de santé s'agrandissent. Et les périodes de froid qui supportent très très bien et qui leur posent aucun problème parce qu'ils mettent du gras et du poil à plus savoir qu'en faire, celles-là elles sont plutôt réduites à peau de chagrin. Donc on est sur une problématique, nous, à l'avenir, de récupération d'eau. euh, Parce qu'il en tombe beaucoup, très très vite et pas très souvent. Donc il va falloir qu'on s'équipe en citernes souples pour pouvoir créer un réseau parallèle d'arrosage. Enfin, pour arroser les cochons l'été quand il fait extrêmement chaud, parce qu'on sait très bien qu'à terme, on risque d'avoir les mêmes problèmes qu'il y a aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales, qui ont des gros soucis d'accès à l'eau et de restriction d'utilisation, parce qu'il y a des périodes de sécheresse et hivernales et estivales. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais je pense que ça devrait pas tarder à arriver. Pour l'instant, vous avez quoi comme stockage d'eau? Enfin, combien de litres? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de stockage d'eau. On a des cuves au niveau du laboratoire et de la boutique ainsi que de la maison. On est sur 6 mètres cubes, ce qui n'est pas énorme. Et on a 3 mètres cubes directement sur le bâtiment des cochons ici, qui est la maternité. Après, toutes les cabanes des cochons sont des cabanes arrondies. Donc c'est vraiment des abris. C'est pas un bâtiment dans le tel. Et là, c'est dispersé dans les bois, donc c'est pas... L'objectif premier n'était pas du tout de récupérer l'eau et encore moins dans la forêt. Mais on se rend compte qu'en fait ce seul et unique bâtiment déjà, qui était existant quand on est arrivé, nous permet d'arroser tous les cochons à la reproduction l'été, pour le moment, avec trois cuves de 1000 mètres. Oui, c'est ça, 1000 mètres cubes. Après, on va... Non, c'est 1 mètre cube, c'est 1000 litres d'eau.
Donc ces 3000 litres d'eau nous permettent de voir l'été passer, mais on pense qu'il va en falloir plus en fait. Et il faudra s'équiper plus sérieusement pour tous les cochons qui sont à l'engraissement, c'est-à-dire à peu près 70 animaux, entre 70 et 80. On est sur le réseau d'eau courante. Et donc pour l'instant, on fait en sorte de l'utiliser en fin de journée quand il y a moins d'évapotranspiration. Mais malgré ça, on essaye d'arroser les cochons toujours au même endroit pour que des bauges se créent. Mais malgré ça, il y a une grosse évaporation de l'eau. Et le jour où on va nous dire l'eau elle est comment dire rationnée, vous arrosez pas de telle heure à telle heure, on coupe les robinets de telle heure à telle heure, mais on sera bien embêté. Donc là on est en train d'étudier comment on peut récupérer l'eau sur notre tunnel de stockage, qui est arrondi lui aussi, donc c'est pas forcément évident. Et le basculer sur une citerne et récupérer l'eau des bâtiments de la maison et du bâtiment de transformation qui sont plus loin. Sur des citernes qui pourraient alimenter tous les parcs à l'engraissement. Enfin, il y a 400 mètres de pistes sur lesquelles il faudrait recréer un réseau d'eau pour l'arrosage des cochons. Voilà, c'est un petit peu complexe, mais ça va devenir vital. Vers de Terre Production, c'est aussi un réseau d'experts qui vous propose des formations financées Vivea. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description et puis on vous souhaite un bon visionnage. Alors on s'est installé ici, voilà, on a acquis la propriété, on est arrivé en septembre 2017. Le temps de faire le premier parc à cochons qui est ici et de mettre les premiers cochons, c'était février 2018. Donc on a le tout début février, on a réceptionné l'aliment pour les cochons en premier lieu. Ce jour-là, il a neigé, donc ça a été assez folklorique parce que le chauffeur du camion devait descendre les palettes avec son Fenwick. Il n'a jamais réussi à arriver jusqu'à l'endroit où on voulait stocker les palettes. Donc il a tout laissé au milieu du passage, enfin sur le chemin parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin, le pauvre. Et on a vidé les palettes sac par sac. Donc on a fait une centaine de sacs de 25 kg du milieu du chemin jusqu'à l'endroit de stockage. Donc ça a commencé sur les chapeaux de roue. Et puis une semaine après, on a reçu nos 10 premiers cochons qu'on a mis dans ce premier parc-là. Donc 10 petits nés à Fons-sur-Luçon chez un collègue de la filière Baron des Cévennes. De ces 10 petits, on a gardé Copine, qui est une des reproductrices de la ferme, parce que en fait, l'idée, c'était d'élever les cochons pendant 1 an avant de les transformer. Donc on les a pris tout petits, ils avaient 2 mois. Donc on les a gardés 10 mois. Et pendant 10 mois, il n'y avait pas grand monde d'autre sur la ferme. Enfin, au début, il n'y avait personne. Et puis on a fait rentrer petit à petit. Donc on a passé énormément de temps avec eux. Ça a été nos 10 premiers petits. Donc ça a été assez difficile de les mener à l'abattoir pour la première bande. Donc Copine est restée avec nous parce que voilà, on ne pouvait pas passer tout le monde à l'abattoir. Et donc petit à petit, tous les 2 mois, en fait, on a rentré des bandes de 8 cochons sur les parcs qu'on a fait après au fur et à mesure à l'engraissement en dessous. Voilà, les choses se sont faites petit à petit. Une fois qu'on a fini de faire tous nos parcs et de nos cabanes, on s'est occupé des bâtiments de stockage parce qu'on était sur quelque chose qui était tout petit, qui était pas trop fait pour. On a utilisé les bâtiments qu'il y avait sur place et puis après on a retravaillé, on a fait une boutique à la ferme, on a fait notre séchoir, on a fini par faire notre labo de transformation après avoir travaillé sur une CUMA, c'est-à-dire un laboratoire collectif avec d'autres collègues du Baron des Cévennes. Quand ce labo a fini de fonctionner, on est passé sur la transformation directement à la ferme. Enfin, on s'est vraiment équipé petit à petit. On est parti de rien du tout, hein, parce que ici, c'était des retraités qui vivaient, qui étaient 6 mois de l'année ici. Il n'y avait pas de clôture, il y avait le bâtiment pour le camping-car et puis un garage pour les voitures. Et petit à petit, on a transformé tout ça. On a commencé à vendre nos premiers cochons donc en février 2019, une fois qu'ils ont eu 1 an et qu'ils étaient en âge d'aller à l'abattoir, et surtout une fois qu'on a été capable de les faire monter dans la bétaillère. Parce que ça a été un grand moment aussi. Il y a quelques cochons qui nous ont fait des bras d'honneur et qui nous ont laissés sur le carreau au départ, fait le temps de s'aguerrir et finalement d'apprendre le métier, hein, tout bêtement, parce que le port en plein air, ça ne s'apprend pas en fait. Il n'y a pas d'école, il
il n'y a pas de formation. Tout ce qu'on a pu faire, c'était avec d'autres éleveurs dans d'autres fermes qui ont bien voulu nous accueillir et nous montrer comment ils travaillaient. Mais bon, une fois qu'on s'attelle à sa propre ferme, eh ben, on découvre tout un tas de soucis qu'on n'aurait pas soupçonnés. Et voilà, donc on a commencé à vendre en 2019 et avec une petite remorque froid qu'on nous avait prêtée. Petit à petit, on s'est équipé pour les marchés, pour la boutique, pour la transfo. Et puis on a mis des planchers à nos cabanes. Et puis voilà, on essaye d'améliorer au fur et à mesure le confort parce que mine de rien, on s'était installé, on avait la quarantaine. Et puis plus le temps passe et moins on fonctionne bien. Donc il va falloir qu'on puisse pérenniser tout ça et puis voir pour travailler les 15 prochaines années sans trop forcer et sans casser, quoi. Surtout parce que ça reste un métier extrêmement physique. Je crois que le plus gros de notre travail, c'est de débroussailler et d'enlever les cailloux que les cochons mettent sur les clôtures électriques, par exemple. Donc c'est pas bon, sans parler de tout ce qui casse et qu'il faut réparer, sans parler voilà, de la bétaillère qu'il faut aller mettre dans les bois qui sont sur des chemins qui sont toutes guingois ou qui sont ravinés par les très fortes pluies. Enfin, il arrive tout un tas de trucs dans nos journées, dans nos semaines, les unes après les autres, qui mettent le corps à rude épreuve. Voilà. Et comment ça vous est venu le port en plein air pourquoi... Alors pourquoi est-ce qu'on a fait du port en plein air? Parce qu'en fait, c'est une reconversion. Donc quand on est arrivé ici en 2017, on avait déjà la quarantaine et une carrière professionnelle d'une vingtaine d'années derrière nous. Nicolas a grandi en Corse et il avait ce souvenir d'une grange qu'avait ouvert un Corse où pendait plein de saucissons Copa, Alonso, enfin toutes les charcuteries, toutes les salaisons que les Corses savent faire avec une odeur extraordinaire. Et il avait ça en tête depuis qu'il était tout petit. C'était vraiment la Madeleine de Proust pour lui. Et quand on s'est rencontrés, on était tous les deux dans la grande distribution. Et moi, j'avais déjà essayé de trouver des portes de sortie à l'époque et je m'étais formée pour être responsable d'exploitation agricole, donc c'est un brevet professionnel qu'on passe en formation pour adultes, mais sans jamais mettre en action le projet que j'avais. Et puis finalement, de notre rencontre, moi je lui ai parlé de la volonté de créer une ferme et lui m'a parlé de charcuterie et de cochons. Moi, j'étais pas loin d'être végétarienne, ça m'a fait un peu bizarre. Et finalement, en y réfléchissant bien, pour moi, l'idée, elle avait du sens parce que précisément, j'ai trop envie de manger de viande de l'agro-industrie, de pauvres bestioles incarcérées, malades, maltraitées, avec des employés maltraités aussi. Et finalement, produire de la viande de qualité, ça, pour moi, ça a un sens. Et parler de bien-être animal, ça en a vraiment. Alors j'ai des canines, j'aime bien manger du saucisson, donc je ne suis pas prête forcément à franchir le pas du végétarisme, mais l'idée d'élever les cochons, de leur donner une belle vie pour qu'ils nous donnent une belle viande en retour, ça me paraissait tomber sous le sens, quoi, finalement. Donc on est parti là-dessus, Nicolas avec son souvenir de charcuterie et moi avec cette idée de contribuer au bien-être de l'animal qui malgré tout reste un animal de boucherie. Je défie quiconque d'avoir un cochon comme animal de compagnie, vu la taille des trous et la taille des crottes, enfin tout un tas de choses qui font que ce soit un animal extrêmement sociable, curieux, intelligent, enfin très très attachant le cochon, hein. Pour moi, nos cochons qui sont ici, qui sont à la reproduction, ils ont tous un petit nom parce qu'ils vont rester avec nous. Et quand j'appelle Copine, c'est Copine qui vient. Si j'appelle Zora, c'est Zora qui vient. Et ils sont aussi attachants que peut l'être un chien finalement, mais ça reste des animaux de boucherie et ça n'empêche pas qu'il faille bien les traiter et les considérer tout au long de leur vie, même si elle est courte. Parce que si on veut quelque chose de qualité dans l'assiette, si on veut pouvoir aussi, enfin moi en ce qui me concerne, me dire que j'ai pas contribué à la maltraitance d'un animal pour pouvoir me nourrir, c'est au moins ça qu'on leur doit, quoi. C'est leur donner une belle vie. Donc c'est fort de ces deux idées-là, on a patiemment monté notre projet pendant 2 ans et on s'est formé pendant nos congés de salariés de l'époque.
Ah, il y a toujours un petit pour enquiquiner sa mère qui fait la sieste. Dis, tu dors. T'es sûr, tu peux jouer. Bon là, ils sont bien grands en fait. Ils devraient déjà être dans les parcs en bas, mais on n'a pas trouvé. Comme on est souvent sur deux équipes de 1, on n'a pas trouvé le moment pour récupérer les 8 derniers petits qui doivent partir au parc en engraissement. Il faut être 2 pour choper des petits cochons, ça va très très vite. C'est comme des anguilles, c'est super malin. Et les frères et sœurs sont déjà dans les parcs à engraissement dans les bois. Et puis pour cela, quand on était 2, il faisait une chaleur à crever, donc on ne leur a pas couru après. Et puis quand c'était possible d'aller les prendre, ou moi j'étais toute seule, ou Nicolas était tout seul, donc c'était pas jouable. Et donc du coup, ces petits cochons, ils ont 5 mois, ils sont encore avec leur maman. Alors, ça nous permettra de faire un test, la grandeur nature. Est-ce que à 10-12 mois, quand arrivera la période d'abattage, les petits qui sont restés 5-6 mois avec la maman sont plus costauds et, et plus vigoureux que les petits qu'on a sevrés de façon normale à 2 mois, en fait. On verra ce que ça donne. Alors après, les truies à la reproduction, au bout de 2 mois, elles en auront la couenne de leurs petits. Et après le 3e mois, ils ont arrêté de téter. Tant qu'ils tètent, il y a du lait, mais il y a un moment donné, alors on dit stop, ça suffit. On a vu les mamelles se tarir entre 3 et 4 mois. Alors même s'il en restait que 4 pour chaque femelle, elles ont dit ça suffit maintenant, moi j'arrête. Donc bon, ils n'ont pas eu le stress de la séparation. Je ne sais pas comment ça va se passer quand on arrivera enfin à les mettre dans leur parc d'engraissement. Mais en tout cas, on a des petits super zen et détendus et toujours avec leur maman et le verra, papa qui est pas très loin, dans le parc à côté, dans les bois. Voilà. Cochon. Bon voilà, c'est du cochon particulièrement détendu. On va redétailler un petit peu tout l'effectif. Ouais, alors ce que vous avez vu en rentrant, ils sont partis. On a 2 types de cochons sur la ferme. On a les 100% du roc qui sont les cochons bruns, plutôt très hauts, avec les oreilles qui leur retombent sur les yeux. Ils y voient rien. Cochon par nature est myope, mais alors quand il a les oreilles sur les yeux, c'est encore pire. Donc l'ouïe et l'odorat sont très développés. Donc les Duroc bruns, en 100% pure race, c'est-à-dire de père et de mère Duroc, sont les barons des Cévennes. On est sur une filière spécifique à la région d'Alès. Et après, on a les cochons croisés que vous voyez là, qui sont moitié Duroc, moitié large white, ou un peu plus de Duroc et un peu moins de large white. Le large white, c'est le cochon rose anglais avec les oreilles bien dressées, bien levées. Il est toujours myope, il voit toujours pas grand-chose. Il n'a pas les oreilles devant les yeux. Et donc ces cochons ce croisement qu'on fait nous permet d'avoir des porcelets qui vont quitter leur maman à 2 mois, après 2 mois en fait, qui vont être sevrés à 2 mois, après 2 mois d'engraissement, 2 mois avec leur mère, et qu'on va mettre dans les parcs d'engraissement pendant encore 8 mois. C'est-à-dire qu'on commence à les abattre uniquement à 10 mois, et on les garde jusqu'à 12 maximum pour faire la viande fraîche. Après, les barons des Cévennes sont des cochons qu'on utilise pour faire la salaison, donc on garde plus longtemps dans les parcs. Le minimum, c'est 12 mois. On monte jusqu'à 18, parfois un peu plus quand ils veulent vraiment rien savoir et qu'ils ne veulent pas monter dans la bétaillère. Ça ne dépend pas de nous. En tout cas, ça dépend de leur bonne volonté à obtempérer. Mais entre 12 et 18 mois, ces cochons-là vont développer une viande beaucoup plus persillée, un peu plus grasse, qui va nous permettre de faire les saucissons, les saucisses sèches, le lonzo, la coppa, enfin toutes les salaisons qu'on fabrique après sur la ferme. Donc c'est deux types de cochons différents, mais 2 élevages similaires. Ils sont tous dehors toute l'année, ils glanent ce qu'ils trouvent sur les terrains. Là, les glands commencent à tomber, donc ils renversent tout ce qu'ils trouvent de cailloux, de branches pour trouver un gland planqué en dessous. Donc on a un gros travail de nettoyage des clôtures, parce que tout, comme on est en pente, tout file en bas des clôtures. Mais ils ont toujours le groin au sol en train de fouir et de voir s'il y a quelque chose à grignoter. Donc ils ont tous des parcs à l'engraissement où on met 8 cochons, ce qui nous permet d'avoir des cochons par catégorie d'âge. Tout le monde va manger la même chose parce que tout le monde
à peu près la même force, on va dire. Il n'y a pas des tout petits qui sont obligés de se battre avec des gros pour avoir un peu de grain. Et ces 8 cochons, ces bandes de 8 cochons ont à peu près 2500 à 3000 mètres carrés par parc. Une cabane, 2 abreuvoirs. Voilà, c'est ce qui constitue leur quotidien. Ils viennent comme ils veulent. Quand ils sont petits, ils courent partout. Quand ils sont très gros, ils font beaucoup la sieste. Et on les nourrit essentiellement avec des granulés de blé et d'orge, des vitamines et des minéraux qui sont ajoutés parce qu'on est dans les bois et on n'est pas en mesure de fabriquer notre aliment. On n'a pas de prairie et quand bien même on aurait de la prairie, on aurait énormément de mal parce qu'on fait naître les petits, on les engraisse, on les amène à l'abattoir, on les transforme nous, c'est même Nicolas, mon compagnon, qui s'en occupe. Et derrière, on fait de la vente directe. Donc, on a déjà avec tout ça, on n'a pas de répit dans la semaine. Et on serait bien, bien embêté s'il y avait des céréales à planter, à traiter éventuellement et à récolter entre 2 épisodes de pluie, enfin un moment propice, parce que les semaines sont déjà très très chargées. En revanche, on utilise des céréales qui sont produites sur le quart sud-est de la France. Parce que le but du jeu, c'est pas non plus d'aller chercher à l'autre bout du monde quelque chose qui est produit pas trop loin. Mais on n'est pas du tout autonome en alimentation pour nos cochons, si ce n'est les, les gâteries, on va dire, les petits plaisirs qu'ils ont, c'est-à-dire les cerises qui vont tomber sur les cerisiers qui étaient déjà là quand on est arrivé, les glands et les châtaignes à cette époque-ci, même si on n'a pas beaucoup de châtaigniers, il y a quand même de quoi distribuer un petit peu à tout le monde. Et puis bien sûr les feuilles des arbres, hein, tout simplement. Si vous regardez, là on a des feuilles qui commencent à tomber, mais il n'y en a pas une seule dans les parcs au sol. C'est-à-dire que les cochons vont tout ramasser, ils ont encore une fois toujours le groin par terre à vérifier s'il y a quelque chose à manger. Voilà, et dès qu'il y a une feuille, ça finit dans le bec du cochon. Et si on leur donnait à manger toute la journée, ils mangeraient toute la journée. De toute façon, c'est des gourmands incorrigibles. Du coup, l'agroforesterie, c'est un bonus, c'est pas calculé dans Oui. la ration. On ne le calcule pas dans la ration parce qu'on n'est pas, on reste très aléatoire, hein. On n'est pas, même quand on leur donne le grain et qu'on leur donne leur ration d'aliments de céréales, on ne calcule pas au gramme près comme c'est le cas dans les bâtiments qui doivent être hyper rentables et qui vendent leur viande au cadran à des prix incroyablement bas, où chaque chose est millimétrée pour que le coût de revient reste à peu près rationnel. Nous, on est beaucoup plus empirique que ça. Donc on calcule ce qu'on doit donner à nos cochons en céréales tous les jours. Tout ce qu'ils vont trouver ailleurs, c'est du bonus. Et c'est vraiment la fraise tagada, sans le sucre et sans, sans les colorants. Mais le cochon aime par-dessus tout le sucré. Quand on arrive après les marchés avec des melons abîmés, des pêches abîmées, c'est le premier à sauter dessus. Donc quand il y a des fruits qui tombent, ils sont super contents. Le gland n'est pas forcément très très nourrissant, mais c'est une grande satisfaction pour lui que d'aller le récupérer et le mâchouiller pendant un moment, quoi. Quand ils n'ont plus rien à mâchouiller, on les voit avec des cailloux, hein, on dirait des ados avec un chewing-gum. On les voit mâchouiller des cailloux. Donc en fait, ils ont besoin d'aller chercher dans le sol des choses à manger, puis à s'occuper, quoi, en fait, la mâchoire, ou s'occuper tout court. Mais c'est la raison pour laquelle même un gland qui n'est pas très nourrissant va leur faire plaisir, quoi. Donc là, ça commence à tomber maintenant, fin septembre, sur octobre, et puis ils vont en trouver jusqu'au mois de janvier parce qu'il en tombe toujours en dessous les cailloux. Et là, c'est le grand bonheur, on retournerait une montagne entière pour trouver le dernier gland de la saison, quoi. C'est vraiment du bonus. Avec Agrouf, on a essayé, enfin, Agrouf a fait des mesures et à regarder en termes d'arbres, ce qui était le plus intéressant pour nourrir nos cochons, notamment les différentes variétés de chênes et de glands qu'il pouvait y avoir. Mais très honnêtement, le cochon, qu'il ait des glands, qu'il ait des coings ou qu'il ait des cerises, pour nous, ça va être pareil. Sa ration alimentaire quotidienne, on va la prendre en dehors de ça. Là, on est vraiment dans le pur bien-être, en fait, quand on leur donne les fruits en plus ou qu'ils les récoltent parce qu'ils tombent dans leur parc, quoi. Vous-même, c'est ça?
Oui, on a pris le parti de se former pour découper. Alors ça c'est Nicolas qui s'y est mis. Pour découper et transformer le cochon en... Alors sur de la viande fraîche, on vend essentiellement c'est de la viande fraîche et de la salaison. On n'est pas équipé en laboratoire pour la cuisson et puis c'est pareil, on aurait beaucoup de mal à tout faire à deux. Donc le parti pris, c'est d'avoir un séchoir optimal pour la salaison des pièces de taille moyenne, des noix de jambon, des échines, des filets et toute la découpe avant ça a été faite par Nicolas après observation des bouchers qui ont pu travailler avec nous et par des formations en CFPPA. L'objectif c'est vraiment de valoriser au mieux le cochon et aussi, quand on vend le produit fini au client, bah, de savoir exactement lui dire ce qu'il y a derrière ce produit. Parce que quand on a commencé et qu'on confiait les carcasses à des, comment dire, des personnes qui le faisaient pour nous, qui sont plutôt ou des grossistes ou des gros artisans, on était assez éberlués de voir bah, la quantité de gras qu'il pouvait y avoir dans une saucisse, euh, les colorants, les conservateurs qui pouvaient apparaître sur l'étiquette alors on n'en voulait pas. On élève nos cochons le plus naturellement possible et le plus simplement possible. C'est pas pour retrouver des nitrites ou des quelque chose dedans. Donc on a petit à petit fait en sorte de pouvoir transformer à la ferme bah, les cochons qu'on fait grandir et qu'on fait grossir avec patience et pour que la viande soit la meilleure possible. Et vous vendez tout, c'est quoi vos canaux de vente? Que de la Tout est vendu, tout est passé en vente directe. On vend alors essentiellement sur les marchés aux consommateurs au détail, hein. Après, dans la mesure où on est deux, on est relativement souple aussi parce qu'on est de petite taille, alors on ne peut pas fournir de grosses quantités. En revanche, on peut faire du sur-mesure aux personnes qui nous le demandent et on travaille avec quelques restaurateurs qui sont comme nous, à petite échelle, qui travaillent à deux, trois, qui n'ont pas beaucoup de couverts dans leur restaurant et qui privilégient les produits ultra locaux et ultra frais parce qu'on est en mesure de les servir en fait toutes les semaines et de leur servir quelque chose de différent toutes les semaines aussi. Ce qui est des personnes qui aiment changer leur carte, qui aiment travailler avec ce qu'il y a. Si cette semaine je veux telle pièce mais qu'il n'y a pas et on lui propose telle autre pièce, bah, finalement ils changent assez facilement parce qu'ils sont capables de tout travailler et comme ça à l'envie et spontanément. Il n'y a pas de, on ne travaille pas en circuit de magasins de producteurs euh, parce qu'on est un peu, on est très très juste en termes de marge en fait. Comme on est encore une fois tout petit et qu'on travaille à deux, on n'a pas du tout d'économie d'échelle. Et, euh, et le peu de marge qui sort de notre travail, en fait, on le récupère parce qu'on fait de la vente directe. Si on passait par un intermédiaire, même un magasin de producteurs, la marge elle disparaîtrait directement ou les prix seraient beaucoup trop élevés pour que les consommateurs aient envie d'acheter nos produits tout simplement. On travaille aussi avec un système d'AMAP, enfin de paniers de citoyens qui sont regroupés pour avoir des bons produits locaux par période. Enfin, pas mal de modes de vente différents, mais toujours en vente directe. Et toujours en expliquant aux gens comment on fait, en les recevant sur la ferme, parce qu'on a adhéré au réseau Bienvenue à la ferme, et puis on a un cadre qui s'y prête énormément, donc on essaye de plus en plus de développer les repas avec les visites à la ferme soit pour que les gens découvrent le lieu et la façon dont on travaille, voient vraiment ce qu'on fait et retrouvent les produits ensuite sur le marché parce qu'ils ont trouvé que la démarche était intéressante, soit parce que des clients qu'on a sur le marché, finalement, se disent que il y a une vraie différence entre la viande qu'on leur propose et ce qu'on leur propose à côté, et veulent comprendre pourquoi, et viennent voir et constatent qu'effectivement, la viande, elle tombe pas comme ça toute seule dans l'assiette et qu'il y a un petit peu de travail derrière. Et ils sont super contents de voir comment ça se passe, comment se comportent les cochons et de voir que finalement, quand on parle de bien-être animal, c'est pas juste une phrase ou un élément de langage, c'est une réalité au quotidien en fait. Et ça, c'est ce qui est le plus important pour nous. Donc,
à l'avenir, je pense qu'on développera, enfin en tout cas on va essayer de développer de plus en plus tout ce qui est visite de ferme et repas sur la ferme, parce que c'est une démonstration par l'exemple qui vaut toutes les explications en fait. Alors les marchés qu'on fait sont ultra locaux, hein. On est donc aux Salles du Gardon. On a un marché le samedi matin à la Grand-Combe, qui est le village d'à côté. Et après, on a le marché d'Alès, qui est donc à 20 minutes de chez nous et qui est la grosse ville, on va dire, à côté, sur lequel on fait 3 marchés les vendredis, les samedis et le lundi. Donc le samedi, c'est 2 marchés. On est 2, on fait 2 équipes de 1 assez souvent, hein. Mais notamment pour le marché du samedi. Et globalement, je pense qu'à peu près 80% du chiffre d'affaires est fait sur les marchés. Et les 20% restants sont les restaurateurs, les repas sur la ferme et les distributions en AMAP. Et la vente à la ferme aussi, parce qu'on a développé une petite boutique pour les gens qui passent par là, alors notamment l'été en fait. Dès que les beaux jours arrivent, les gens, quand ils nous commandent de la viande, préfèrent venir la chercher ici que sur le marché en ville. Et ça leur permet de découvrir aussi l'élevage, donc c'est plutôt pas mal. Mais le plus gros du chiffre d'affaires est réalisé sur les marchés. Ok. Et est-ce que vous avez un label? Alors, il n'y a pas de label, là. Il y a donc l'appellation Baron des Cévennes, en fait, qui est une association, une filière qui est sur l'agglo d'Alès globalement. Même si on n'est pas beaucoup d'éleveurs dans les Cévennes même, et que beaucoup sont sur le plat dans le Piémont cévenol. Après, quand on a développé le projet, on voulait travailler en bio. On a été bloqué par 2 points, notamment, alors comme on n'est pas du tout autonome en aliments, acheter de la céréale bio pour les cochons, c'est quasiment le double du prix du conventionnel local, garantie sans OGM, ce qui est pour nous le minimum requis. Mais alors si on commençait à les nourrir en bio, le coût de revient serait relativement astronomique. Et puis il y a les porcelets aussi. Dans la mesure où on a commencé par uniquement l'engraissement et qu'on fait naître qu'une partie de nos porcelets, l'autre partie étant achetée à un éleveur en Lozère qui travaille très bien et qui nous permet d'avoir des petits l'hiver, parce que notre maternité n'est pas vraiment optimum pour l'hiver. Si on avait voulu travailler en bio, il aurait fallu faire des 6-8 heures de route pour aller trouver des porcelets un peu plus haut en France, parce que les élevages bio ici, il n'y en a pas. On trouve qu'aller faire 6 à 8 heures de route pour avoir un porcelet bio, c'est pas très cool pour le porcelet déjà. Et il quitte sa mère et il quitte son lieu de vie d'un coup d'un seul pour aller dans une bétaillère, c'est pas formidable. On parle pas de l'empreinte carbone, qui est pas géniale non plus, alors que en n'étant pas bio, on en fait naître une partie ici, une autre partie naît en Lozère à moins de 2 heures de route. On est déjà un peu plus logique. Et en fait, en termes, moi je trouve, d'écologie, on va dire, et d'environnement. Et puis, on fait que de la vente directe. Donc, on n'ouvre pas une Biocop, on n'a pas besoin de ce label. En fait, nos clients, on leur explique comment on travaille et on leur montre comment on travaille. C'est-à-dire que pour le reste, hormis l'aliment et les cochons, il n'y a aucun intrant chimique qui intervient ni à la transformation ni à l'élevage. Les cochons, dehors, ils tombent pas malades, en fait. Il faut les surveiller l'été parce qu'ils ont très très chaud et que ça peut leur poser des problèmes très sérieux de malaise et éventuellement d'arrêt cardiaque. Mais dehors, ils sont pas malades. Quand il pleut vraiment beaucoup, ils vont, comme tout le monde, avoir comme un rhume. Mais ça se soigne relativement bien avec ou de l'homéo ou des huiles essentielles ou un peu de vitamines, hein, tout simplement. Et puis la plupart comment dire, des problèmes de santé qu'ils peuvent avoir, ça va être quand ils se sont retournés, qu'ils ont mis un coup de croc aux copains, ils ont un peu rayé la carrosserie, on met un peu d'argile et puis en 3 jours c'est bouclé, il n'y a plus de soucis. Après, le plus gros problème qu'on puisse rencontrer, c'est dans les terrains qui sont le plus en pente, quand il a plu beaucoup. Là, c'est assez glissant. Un cochon qui fait 200 kg, il a vite fait de se tordre une patte et de se faire mal.
Et c'est là que c'est le plus délicat, c'est qu'il faut réussir à intervenir et à les isoler ou à faire en sorte qu'ils ne soient pas bousculés par leurs copains. C'est vraiment ce qui peut nous poser problème en termes de santé, mais pour le reste, on n'a absolument pas besoin de médicaments et ni de, comment dire, d'intrants chimiques en fait. Donc une fois que les personnes ont vu comment on travaillait et qu'on leur a expliqué que certes l'aliment n'est pas bio, mais il est déjà à minima sans OGM et que les cochons, ils sont dans un élément on ne peut plus naturel et soignés on ne peut plus naturellement quand il y en a besoin, et c'est rare. Le plus gros du travail est fait en fait. Et c'est sûr que si on choisissait de vendre à des magasins bio, il faudrait revoir toute la chaîne, mais encore une fois, les tarifs ne seraient pas du tout les mêmes. Ça, on s'est formé en woofing en Saône-et-Loire, dans une ferme qui faisait et l'aliment et l'élevage des cochons et qui pouvait tout faire en bio. Parce que finalement, c'était le responsable de la ferme qui choisissait comment il cultivait ses céréales et comment il élevait ses cochons. Et c'est vrai que c'est vraiment l'idéal d'avoir une économie circulaire sur sa propre ferme finalement. On n'en a pas la possibilité ici, donc on a fait ce choix de laisser de côté le label bio et puis de travailler de façon qualitative et de communiquer autrement, c'est-à-dire en vente directe. Et ça marche plutôt pas mal, les gens comprennent bien. On a des consommateurs invétérés de bio qui viennent nous voir et qui savent pourquoi ils prennent notre cochon plutôt qu'un cochon bio élevé en bâtiment finalement. Parce que c'est une question de choix, hein, mais quand on sait comment sont faites les choses et qu'on les voit, on n'a pas forcément besoin d'un label derrière, tout simplement. Et comment est-ce que vous arrivez à le montrer ça sur vos stands au marché? Vous avez des panneaux, quelque chose? En discutant avec les gens en fait, beaucoup. Et après, beaucoup de nos clients sont venus ou viennent sur la ferme, mais c'est plus dans la discussion. Après, quand on est au marché, on a le temps d'avoir cet échange, et je pense que la sincérité des propos, elle ressort assez rapidement. Quelqu'un qui raconte des histoires et qui fait autre chose que ce qu'il dit, je pense on finit assez vite par le voir. Donc on n'a pas besoin d'appuyer beaucoup sur le champignon pour convaincre nos clients. Et puis après, il y a une chose qui est très très simple, hein, ils goûtent les produits. Et à partir du moment où ils sont convaincus de la qualité du produit qu'ils ont en bouche, nos explications en fait viennent juste conforter l'idée qu'ils en ont, hein, tout simplement. Okay, super. Portraits de ferme, webinaires, conférences, nous faisons le maximum pour mettre à votre disposition du savoir technique gratuit. Mais pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter nos formations finançables Vivea où vous retrouverez tous nos experts. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Bonne vidéo. Et c'est pareil, elles sont super détendues les poulettes, hein. Et là c'est pareil, vous calculez, vous leur donnez une ration? Non, elles ont leur ration habituelle et puis après elles passent leur temps à gratter le sol, hein. Donc là, en fait on le voit, hein, le sol est vraiment nu parce qu'elles ont enlevé tout ce qui était d'herbe. Tout ce qui est vert derrière, c'est des trucs qu'elles ne mangent pas. Ouais. Les ronces, elles vont pas les manger, donc il va falloir qu'on débroussaille dans pas longtemps. Et la poule, comme le cochon, hein, elle est toute petite, elle est toute légère, mais elle va enlever tout ce qui est sur le sol qu'elle aime manger. Que ce soit l'herbe ou la racine de l'herbe ou la graine. Et après, elle trouve des petits vers, elle trouve plein de choses. Les prunes cet été, les grenades qui vont pas tarder à tomber. Bon, les olives, ça c'est encore autre chose, personne ne les mange crues, mais elles ont, il y a pommier, cognacier, elles trouvent vraiment. Et puis il y a plein de murs de terrasse, il y a plein de serpents qui passent, donc elles chopent les orvets, elles chopent tout ce qui passe, quoi. Et les poules dehors, c'est les plus heureuses. Alors c'est là qu'elles sont le plus. Donc devant le poulailler, en fait, c'est là que c'est le plus nu. Mais plus on descend dans les restants du bas, et plus on s'approche de la forêt, et plus il y a d'herbe, parce qu'elles y vont, mais pas, elles sont pas nombreuses, hein, elles sont 30 sur 1000 mètres carrés. Donc en bas, il y a de la végétation à plus savoir qu'en faire. Il y a le renard aussi, hein, les chiens. On surveille, hein. Ouh, oui. Et vous en mangez beaucoup? On est à l'orée des bois, donc le renard, en fait, au départ, avant d'avoir les chiennes, on s'est rendu compte qu'il attendait d'entendre le bruit des moteurs
des tracteurs. Ils savaient quand on allait nourrir les cochons et ils en profitaient pour attaquer les poules. Donc on s'en est fait bouffer quelques-unes, ouais. Donc depuis il y a un épouvantail du côté où ils passent, parce que tout le reste, tout est électrifié sur la limite avec les cochons et sur la limite avec le voisin derrière, il n'y a pas d'électricité. On a mis un épouvantail, une radio et 2 chiens. Ça marche pas mal. Mais il faut multiplier les systèmes parce que le renard il a que ça à faire. Le long des clôtures électriques, on a reculé le fil électrique en fait et on a planté 70 arbustes avec agrouf. On les a protégés derrière le fil électrique parce que agrouf nous préconisait des solutions comme des grillages ou faire des îlots au milieu des parcs à cochons, protégés de façon différente. Et nous d'expérience, la seule chose qui empêche le cochon d'aller où que ce soit, c'est l'électricité. Pour le reste, on peut mettre un gros pont en béton autour ou du grillage. À un moment donné, ils vont l'arracher, ils vont le retourner, le pousser et l'arbre il survivra pas. Donc tout ce qui est derrière les piquets jaunes là, ce sont des petits arbres qui ont été plantés. Il y a plusieurs essences. Donc il y a le mûrier platane qui est un arbre fourrager par excellence, qui au mois de septembre-octobre on la demande à être taillé très court. Il a l'avantage de repousser très très vite. Il va faire énormément d'ombre arrivé au printemps et à l'été. Et une fois qu'il est taillé, tout le monde se rue dessus pour le manger, les cochons comme les chèvres. On n'a pas d'autres, les poules pas trop, mais elles aiment bien les mûres qui tombent. On a mis des poiriers, des pommiers et des cognassiers pour que les cochons aient des fruits en plus de l'ombre à terme. Et il y a quelques arbousiers aussi dans le lot. Tout ça sous forme de haies et donc uniquement en longueur de clôture pour qu'ils soient bien protégés. Parce qu'en îlot central, c'était voué, pour nous, c'est voué à l'échec. Si on regarde bien là sur le parc, par exemple, il y a un très gros tombereau qui servait autrefois à faire des vendanges parce qu'ici, il y a eu des vignes. Il était bien plus haut auparavant. Les cochons s'en servent pour se frotter et ils ne devraient pas tarder à passer de l'autre côté de la clôture. Ils poussent tout, ils ont une force redoutable et la seule chose qui puisse sauver les arbres, c'est que le fil électrique fonctionne. Une chose à laquelle on est particulièrement attentif. Après ici on a quelques poiriers qui ont été poussés. Il y a eu deux campagnes. Il y a eu une première action qui a été faite avec agrouf où on a récupéré quelques poiriers qu'on a plantés ici. Alors notamment le long de cette clôture qui est en fait la maternité des cochons dans le hangar là. Donc les quelques premiers arbres qu'on a eus, c'était dans le cadre de l'association Baron des Cévennes. On les a mis là pour qu'il y ait de l'ombre pour les porcelets, puisque la petite cour qu'ils ont est pas du tout ombragée à part 2 chênes. Mais comme on est plein sud et le soleil est toute la journée dessus, et puis pour que les poires puissent tomber sur des petits cochons de cette taille-là, ça leur va bien. Donc ceux-là ont été plantés il y a 4 ans, si je me souviens bien. Donc ils ont déjà bien grandi et ne devraient pas tarder à faire des fruits et un peu d'ombre pour le premier là, qui est le plus développé. Après on voit que, alors ceux-là on les a pas irrigués. L'été, quand il fait extrêmement chaud plein sud, je les arrose avec la récupération d'eau qu'on a du toit ici, ce qui a été un peu contraignant les premiers étés, mais enfin, en même temps il y avait 5 arbres, donc ça allait relativement vite, même si en fin de grosse journée, après des 40 degrés, c'est toujours un peu laborieux, mais ça s'est bien fait. Et puis bon, maintenant ils sont bien implantés. Et ils résistent bien, les réserves d'eau sont pas loin, c'est essentiel. Après, tous les arbres qui ont été plantés sur le reste de la clôture sont avec un goutte à goutte qui est relié directement au réseau d'eau. Parce que les étés sont particulièrement chauds, particulièrement secs, et on ne veut pas prendre le risque là. 70 arbres à arroser au seau, ça le fait pas trop. Donc on ne veut pas prendre le risque d'en perdre. Enfin, il y a déjà suffisamment de raisons pour qu'ils puissent avoir des soucis, sans que ce soit un problème d'arrosage. Donc tout a été mis au goutte à goutte. Voilà pour ce qu'on peut dire pour cet espace. On est sur 5000 m². Les cochons ont naturellement un espace boisé ici avec des chênes verts. Et les cochons qui sont ici sont les reproducteurs de la ferme.
En bas, dans les bois de chêne blanc, chêne vert et quelques châtaigniers, on a tous les cochons à l'engraissement. Ils sont dans les bois, donc là on n'a pas procédé à des plantations, on a plutôt procédé à la protection des arbres. Parce qu'en fait, il y a des moments dans l'année où on s'aperçoit que les cochons manquent de quelque chose, en tout cas le tanin de l'écorce les attire énormément et ils ont plutôt tendance à les grignoter comme le font les chèvres. Donc là, il a fallu préserver certains arbres, on va dire, avec un mécanisme de grillage. Mais ici, c'est plutôt la plantation de jeunes arbres pour créer de l'ombre et donner des fruits aux plus jeunes quand ils seront assez grands, parce qu'on est sur une zone qui n'est pas boisée, qui a été de la prairie, qui a été de la vigne, il y a de ça bien longtemps. Voilà. Donc là, on a les cochons qui vont pas tarder à manger les glands et on voit que les arbres sont quand même plutôt pas mal pourvus. Et puis de temps en temps, on a des accidents comme là, avec un chêne qui est tombé avec le vent. Alors je pense qu'il n'y a pas que le vent, en fait. Alors l'agroforesterie pour les cochons, les arbres, c'est super intéressant pour l'ombrage, pour la protection, avec le vent, et puis pour les fruits et les feuilles qui tombent, parce que finalement, quel que soit l'arbre, ils mangent les feuilles plutôt goulûment. Mais comme ils passent leur temps à fouiller le sol, bien souvent, ils mettent des racines à nu, ce qui peut fragiliser certains arbres. Et ici, on est au col de la Croix des Vents. Donc quand ça souffle plein sud, plein ouest et parfois plein est, alors le nord, on l'a moins, parce qu'il y a la crête, mais il y a quelques arbres qui ne survivent pas. En même temps, on se chauffe au bois, ça nous évite d'aller faire des coupes sur des parcelles, sur des arbres vivants. On glane au fur et à mesure ce qui tombe et ce qui meurt. Donc finalement, la sélection du bois de chauffage, elle est faite par les cochons. Voilà. C'est plutôt original et pas très rationnel, mais ça marche plutôt pas mal. Et après, il n'y a pas que l'agroforesterie. Nous, on débroussaille là où on passe en fait. Ouais. Et on prend soin de laisser... Si on prend soin de laisser des zones comme ça, alors ça a double tranchant parce que l'idée c'est d'attirer les pollinisateurs et que quand ça fleurisse, toutes les grandes herbes et les ronces soient là pour les papillons, les abeilles et tous les autres, hein, parce qu'il n'y a pas que, il y a les bourdons, enfin il y a du monde. Et quand on les états de ronces comme ça, on sait aussi que c'est propice aux serpents, aux petits rongeurs, mais en fait il y a toute une biodiversité qui s'installe et elle ne nous dérange pas en fait. Bien au contraire, je pense qu'elle rend service. Après, on a énormément d'oiseaux au-dessus de nos têtes. On a des faucons, des corneilles, on a des buses. Ça, il y en a beaucoup dans la région. De temps en temps, il y a les vautours de Lozère qui arrivent jusque-là parce que ils cherchent, je ne sais pas, où ils s'amusent dans les courants d'air. Mais et puis il y a beaucoup de petits passereaux. Mais on se rend compte qu'en laissant des endroits de vie comme ça qui nous pose pas de problème puisque c'est pas des endroits où on passe. On a vraiment une vraie biodiversité. Bon, de temps en temps, on a la mauvaise surprise de voir un énorme serpent nous passer devant les pattes. Bon, il a plus peur de nous que l'inverse, je pense. Même si je me suis rendu compte que j'aimais pas forcément beaucoup les serpents. Non, c'est des peurs pas très rationnelles, mais enfin, en tout cas, ils ont cette utilité-là, notamment de bouffer les rongeurs qui peuvent avoir des mauvaises influences sur les sacs de grains là-bas. Pour peu qu'ils trouvent la plaque, parce qu'on stocke au même endroit le foin, la paille et le grain des cochons. Donc forcément, il y a du rongeur, et d'avoir des planques avec des serpents ou d'attirer les oiseaux, les rapaces, ça aide quand même pas mal le boulot des chats de la ferme, qui déjà en chopent quelques-uns. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que les arbres qui travaillent pour nous en fait, c'est vraiment... On ne débroussaille que les chemins, c'est pas très visible, mais on ne débroussaille que nos chemins, et il y en a beaucoup plus cette année. Donc on a beaucoup débroussaillé les clôtures pour que l'électricité passe et que les cochons soient en sécurité et pas en contact avec les sangliers de l'extérieur. Et pour le reste, on laisse pas mal la végétation vivre sa vie. De toute façon, au bout d'un moment, l'été ça sèche et ça tombe. Donc le cycle de la nature est plutôt bien respecté et ne nous empêche pas de travailler, bien au contraire. Alors sur le bois, nous c'est quelque chose qu'on voulait vraiment. En fait, on était dans l'arrière-pays niçois et on voulait garder ce paysage qui nous paraissait indispensable, c'est-à-dire que d'avoir un bois de chêne, ça permettait d'avoir des glands, d'avoir des châtaigniers, ça permettait d'avoir les châtaignes. Et ça, c'est en fait dans les Cévennes, on a retrouvé à peu près les mêmes dispositions géographiques en termes d'altitude.
que là où nous étions, et la même végétation, et ça nous paraissait vraiment idéal pour mettre des cochons. Alors, ce qui nous demande de l'entretien, c'est pas tant le bois, parce que les arbres, ils ont poussé là depuis 50-70 ans. Autrefois, c'était des terres qui étaient cultivées, hein, il y a encore les traces des terrasses. Donc c'est pas forcément des arbres très vieux, mais ils sont poussés en très très grande quantité. Enfin, c'est une forêt relativement récente et elle vit sa vie. Le cochon accélère un peu, on va dire, le vieillissement ou la perte de certains arbres. Mais comme ils ont poussé très très serré et qu'il y a beaucoup de chênes très très fins, finalement d'éclaircir, ça va permettre à ceux qui restent d'être plus costauds. Mais là, pour le coup, c'est le cochon qui fait l'essentiel du travail. Et vraiment, l'entretien qu'on a à faire, en fait, c'est de protéger les plus gros arbres de leur velléité, parce qu'il y a un moment donné où le tanin qu'il y a dans l'écorce les intéresse et il commence à grignoter l'écorce. Donc quand on voit ça, on installe des grillages en fait particuliers que nous a procuré Agrouf, avec qui on travaille sur l'agroforesterie, qui s'appelle les cactus. En fait, c'est un grillage très très rigide avec un centimètre qui ressort, pas comme un barbelé, mais voilà, qui est en saillie, qui permet d'éviter que le cochon ne se frotte sur l'arbre. Parce que un arbre où il a fouillé pour chercher son grain, alors c'est vrai qu'on les nourrit, pas toujours au même endroit, mais enfin sur des parcs de 3000 m², la zone devant laquelle on passe pour pouvoir les nourrir, elle est relativement limitée. Donc à ces endroits-là, à force de fouiller pour chercher son grain, la terre elle disparaît et puis les racines commencent à sortir. Et puis quand on a des gros épisodes de tempête, et si le cochon il commence à se frotter contre l'arbre qui a essuyé des grosses rafales, et fatalement au bout d'un moment il tombe. Donc l'entretien il est plutôt là, c'est de faire donc les arbres où on nourrit, on essaye de préserver ceux qui sont en bord de piste pour leur faire de l'ombre quand on les nourrit. Mais ceux qui sont au milieu de l'aire de nourrissage, on a fait une croix dessus dans la mesure où on sait qu'à un moment ou à un autre, ils vont finir par tomber. Et puis il y avait déjà des arbres qui étaient plus vieux, que les cochons ont réussi à achever finalement, en se frottant ou en mettant les racines à nu. Mais en fait, il y a un renouvellement qui se fait tout seul. Et encore une fois, le bois, enfin, ce que les cochons vont avoir entretenu et les arbres qui n'auront pas résisté, on va dire, à leur force de déménageurs, ce bois-là va nous servir de bois de chauffage. Ça nous évite, encore une fois, d'aller couper toute une parcelle d'arbres en bonne santé et qui constituent toute une forêt. Finalement, on va chercher les arbres morts dans les différents parcs au fur et à mesure qu'il n'y a plus de cochons dedans, parce qu'aller tronçonner un arbre quand vous avez 8 cochons derrière qui vous mâchouillent les lacets et qui vous tirent la veste pour savoir ce que c'est pas forcément très sécurisant. Mais voilà, on va chercher les arbres ou qui meurent naturellement, ou des branches qui tombent à cause des tempêtes. Au fur et à mesure, on glane. Et si tant est que les cochons s'attaquent à des gros arbres ou à celui qui sera resté parmi ceux qui sont abîmés, on va mettre ces protections cactus autour pour éviter qu'ils ne soient la proie des dents des cochons le jour où ils ont envie de tanin en fait. Donc quelque part, les cochons vont éclaircir la forêt, mais ça va nous éviter d'abattre des parcelles complètement comme font certains voisins où ils rasent tous les arbres qui sont sur leur parcelle et puis il va falloir des années et des années avant que ça ne repousse de façon correcte. On ne rase pas, on prélève en fait ce que les cochons auront abîmé au fur et à mesure, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Et on s'en rend compte avec les poules ou avec les chèvres. Finalement, quelle que soit la taille de l'animal, quel que soit l'animal, à partir du moment où il est dans un endroit clôturé, plus ou moins confiné, même s'il est plus ou moins grand, le terrain il va être abîmé. De la même façon que l'être humain abîme son espace de vie, ou préserve certains par choix, et puis d'autres sont bétonnés, et ainsi de suite. L'animal, en fait, tant qu'il n'est pas itinérant,
il va vraiment, vraiment abîmer le terrain. Même les poules, elles arrivent à nous faire tomber des parties de murs de restanques ou de faïs, c'est comme ça qu'on appelle ici les terrasses. Les chèvres vont en faire tomber aussi, elles vont bouffer les arbres qu'elles vont trouver sur leur terrain parce qu'elles sont pas, elles sont deux, on ne va pas les emmener en estive se promener sur des grands parcours. Voilà. Tant qu'il y a un espace clôturé, quel que soit l'animal, même une petite poule, ça va bouffer toute l'herbe qui est au sol et laisser le terrain, vraiment la terre à nu, et d'où l'intérêt de faire tourner les endroits où ils se trouvent et de leur refermer certains accès et d'en ouvrir d'autres pour pouvoir préserver et faire tourner. Donc le cochon dans les bois, il profite de l'ombre, il profite des fruits des arbres, mais il abîme aussi au même titre que n'importe quel animal qui va être dans un espace clos. Donc on essaye de préserver un maximum les gros arbres, ceux qui sont déjà très très vieux, si tant est qu'on voit que les cochons s'y intéressent, parce que finalement ils n'abîment pas tout non plus, hein. Mais c'est vrai que tous les petits chênes très fins qui ont poussé tordus, qui essayent de trouver la lumière au milieu des gros, ceux-là ont peu de chances de résister. Et en même temps, ils empêchent aussi les autres autour de prendre la lumière. Donc dans l'immédiat, on voit qu'il y a une sélection naturelle, un peu plus que naturelle, d'engagée par les cochons, mais ça ne porte pas préjudice à l'ensemble en fait. Cette protection cactus, c'est Agroof qui vous les donne gratuitement? C'est Agroof qui nous les a mises à disposition. On en a encore pas mal à déposer parce que en fait, je pense qu'ils se sont rendus compte que en fait, planter des arbres en agroforesterie, c'est très bien. Préserver ce qui existe, c'est indispensable aussi. Enfin, je veux dire, le mouton, je ne sais pas comment il va se comporter, mais la chèvre va manger l'écorce, le cochon, il va plutôt toucher aux racines. Les poules, elles vont aussi avoir un impact sur le sol. Donc finalement, protéger les arbres, c'est tout aussi indispensable que d'en planter. Et nous, c'est quelque chose qu'on n'avait pas percuté au départ, mais tous les arbres qui étaient existants, notamment sur ces parcelles, hein, les mûriers platanes et les cerisiers, ils ont commencé à les grignoter et on les a tous passés derrière les fils électriques des clôtures, quitte à enlever quelques mètres carrés de parc, enfin de parcours. Les arbres sont préservés pour qu'ils puissent continuer à leur faire de l'ombre, parce que c'est quelque chose qui leur est indispensable et qui seront bien contents d'avoir ou des cerises ou des mûres de mûrier platane arrivés la saison voulue pour se délecter un petit peu, quoi. Donc c'est quelque chose auquel il faut qu'on pense. Voilà, ça fait aussi partie du bien-être de nos cochons, c'est protéger les arbres qui sont sur place, parce que le sanglier dans les bois, a priori, il détruit pas le bois, mais parce qu'il est itinérant, quoi. Mais le cochon, quoi qu'il en soit, il va détruire beaucoup sur son passage. Quand le passage est toujours le même, ça peut poser problème. Et les jeunes arbres que vous avez plantés donc avec Agroof, c'est quand est-ce qu'ils ont été plantés? Alors ça, c'est une campagne de plantation qu'on a fait courant avril, si je me souviens bien. Oui, sur les premières semaines d'avril, donc on était vraiment tout juste en termes de plantation pour le printemps, parce que les arbres commençaient à débourrer. Mais ça s'est plutôt bien passé. Alors, Agroof a travaillé sur un programme européen et donc nous a mis à disposition 70 arbres plus ou moins grands, enfin des petites tiges. Donc on n'a pas eu de coût sur l'achat des arbres. Agroof est venu les planter avec nous. En revanche, on a préparé le terrain avant, c'est-à-dire qu'on a fait venir quelqu'un avec une mini-pelle, parce que déjà il fallait avoir le temps de faire tous les trous, et à la main ça prend déjà un certain temps et qu'on n'a pas. Et ensuite le terrain est très très caillouteux, il y a énormément de bandes rocheuses, donc il suffit de tomber là-dessus pour s'éreinter pour pas grand chose. Donc on a fait venir une mini pelle et on a fait creuser tout le long des clôtures, parce que de toute façon on avait déjà dans l'idée que les petits arbres, si on voulait, les irriguer, deux, les protéger, il fallait qu'ils soient derrière les clôtures électriques des cochons. Agroof nous a proposé de faire quelques îlots. On ne l'a pas fait, sauf sur un endroit entre deux parcs.
C'est-à-dire qu'il y a un parc, les petits mûriers platanes et un autre parc de l'autre côté. Donc ils sont entre deux fils électriques. Pour tous les autres, ils sont le long du grillage de la clôture parce qu'on a pu constater qu'ils ont une force herculéenne et s'il y a un truc pour se frotter, ben on se frotte, que ce soit un grillage, que ce soit un plot en béton, enfin, quelle qu'était la solution proposée par Agrouf, elle ne nous paraissait pas viable à terme. On a trop vu les cochons réussir à déplacer des trucs faramineux, y compris des bétaillères qu'on avait mis dans le parc pour pouvoir les habituer. On les a retrouvés à 10 mètres, 10 mètres plus bas, et une bétaillère c'est déjà 500 kilos, quoi. Bon, il y a des roues, ça aide, mais leurs cabanes, ils sont capables de les déplacer. Donc par contre, l'électricité, il la craignent énormément. Donc on n'a pas été très joueurs sur ce coup-là. On a vraiment assuré la plantation en mettant tout le long des clôtures. Donc on a fait venir cette mini pelle et on avait déjà pas mal de tuyaux de goutte à goutte. Donc on a complété par l'achat des raccords, de quelques tuyaux et de quelques goutteurs. On a paillé aussi tous les jeunes arbres. Alors là, il n'y a plus besoin de paillage parce que l'herbe a poussé. Mais dans un premier temps, en avril, on a paillé avec toutes les bottes de paille qu'on avait qui étaient abîmées et qu'on ne pouvait pas laisser aux cochons parce elles avaient pris en partie l'eau. Donc ça, c'est une opération qui ne nous a pas coûté très très cher, hormis la prestation de Minipel. Mais le fait de travailler avec une association en agroforesterie nous a permis d'avoir vraiment des arbres de qualité, d'avoir des essences qui ont été sélectionnées parce que précisément Agrouf avait étudié les qualités nutritionnelles des fruits qu'elles pouvaient donner. Et puis on a eu la très très bonne surprise finalement en protégeant tout le monde derrière les fils électriques, c'est-à-dire en prenant un mètre de bande en plus aux cochons sur leur parc, de voir les cerisiers pousser aussi finalement. Donc nos deux gros cerisiers ont donné plein de rejets. Je ne suis pas sûre de la qualité des cerises. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand ces arbres-là s'éteindront, il y en a d'autres qui prendront le relais. Et puis on aura toujours la possibilité de les conduire en buisson pour permettre de faire un petit peu plus d'ombre que ce qui était prévu au départ. Donc on est très très content d'avoir pris le temps de faire ça. Parce qu'il y avait tout le dossier à monter, même si c'est Agrouf qui a fait le plus gros du travail, il y avait quand même pas mal d'échanges à faire pour être sûr de là où on allait. Et on se retrouve avec des essences d'arbres différentes, et puis des arbres qui sont tout petits pour le moment, mais qui en 4-5 ans commencent à déjà avoir une tête sympa, et qui vont pas, dans 10 ans, je pense qu'on sera vraiment satisfait d'avoir fait ça. On le voit, le sol, là où il y a les arbres, est plein d'herbes. Donc pareil, hein, on débroussaille, ça va permettre de pailler, mais ça va permettre aussi de nourrir les cochons, parce que quand on va y être à travailler les poignées d'herbes, on va leur donner au fur et à mesure et ils seront contents. Enfin, globalement, ça n'a pas été un gros coup, loin de là, et c'est une très très grande satisfaction en fait. De pouvoir se dire que certes les cochons détruisent un petit peu dans les bois, mais on a aussi contribué à replanter des essences qui n'étaient pas là forcément au départ et qui va générer de la vie, parce que mine de rien, le goutte à goutte tout du long, ça amène aussi plein de petites bestioles, et puis ça va amener d'autres végétaux qu'on va pouvoir préserver aussi. Donc c'est plutôt assez intéressant d'une façon générale, et très très satisfaisant de se dire que en participant à ce projet-là, on a vraiment créé quelque chose qui sera de plus en plus intéressant à voir et qu'on va voir évoluer avec le temps. On voit beaucoup les dégâts des cochons, les cailloux qui roulent, la terre qui est mise à nu quand ils sont dans le parc depuis quelques mois, qu'il faut vraiment laisser fermer pendant 3 mois pour que ça repousse. Ça, c'est des choses qu'on voit immédiatement. Les arbres, ils vont pousser doucement mais sûrement, et donc on va profiter pendant longtemps de la satisfaction d'avoir participé à ça. Et combien ça vous a coûté la prestation de la Minipel? J'ai plus trop souvenir, ça se compte en centaines d'euros, mais on en a profité pour refaire
refaire quelques travaux sur des parcs de cochons qui avaient vraiment étalé des cailloux partout. En fait, c'était un parc où il y avait des petites restanques, des petites terrasses, et tous les cailloux étaient en vrac. Donc on a profité de la mini-pelle qui était là, mais c'est de l'ordre de 200 ou 300 euros, c'est pas grand-chose. Le gars est venu travailler en une journée. Hein. En une journée, il nous a rangé tous les cailloux qui étaient en vrac dans ce parc des cochons et creusé 70 trous. Donc c'est vraiment... Je trouve que ça a pris une journée et demie, très exactement. Mais c'est vraiment quelque chose qui est pas qui est de l'ordre de l'anecdotique finalement quand on regarde sur l'ensemble et sur la qualité de ce qu'on va avoir. On a juste un petit bémol. On a planté des arbres le long de la clôture des chèvres qui se sont dit que c'était très intéressant et qui ont trouvé le moyen de se faxer entre deux clôtures et qui sont sortis de leur parc pour aller grignoter 3 arbustes. Alors, on les a arrêtés avant que ça ne soit vraiment un dégât. Donc, elles les ont pas arrachés. On espère qu'on verra des feuilles repousser l'année prochaine à la base de l'arbre. On verra bien. Si jamais c'est pas le cas, s'ils ont vraiment réussi à avoir la peau des arbustes, la terre est encore meuble, le goutte à goutte est en place et on ira en pépinière chercher 3 autres arbustes. Mais vraiment sur la quantité d'arbres qui ont été plantés, on est content de voir qu'ils ont tous bien pris et de voir que là maintenant arrivé à l'automne, ils sont juste en train de perdre leurs feuilles, quoi. Donc a priori ils ont bien résisté à l'été. On a eu la chance d'avoir un printemps très très pluvieux, c'était vraiment la bonne année pour planter. Ça c'est-à-dire qu'on a mis le goutte à goutte, mais on s'en est servi vraiment que au plus chaud de l'été. Et les arbres, je pense, ont eu bien le temps de bien s'enraciner et ils ont eu de l'eau à disposition jusqu'à fin juin, quoi. Ça, c'était plutôt pas mal. Et puis le goutte à goutte, c'est pareil, on ne va pas l'actionner non plus tous les jours. On va faire en sorte qu'ils développent leur système racinaire et devenir vraiment en appui uniquement quand on est sur des grosses périodes de canicule, quand on voit que le feuillage commence à flétrir et que vraiment les arbres ne se sentent pas bien, parce que de toute façon en général toute la ligne va être sur le même rythme. On va ouvrir le goutte à goutte pendant 1 heure et demie. Et en fait c'est vraiment une question de surveillance. L'idée c'est pas d'arroser à gogo, c'est pas du tout l'objet, parce qu'il va falloir quand même qu'ils s'adaptent aussi au climat et au terrain dans lequel on les a installés en fait, hein. Donc c'est vraiment une sécurité pour optimiser en fait l'investissement qui a été fait par Agrouf sur la ferme. Pour nous donner une idée, c'est quoi? C'est juillet, août, une fois par semaine, 2 fois par semaine? Quand il fait vraiment très très chaud en période de canicule, ça va être plutôt tous les 2 jours. Mais c'est des périodes qui durent au maximum 3 semaines pour le moment. Après, c'est le goutte à goutte, on ne l'a pas beaucoup allumé. Si on a les journées chaudes, mais que il y a eu des pluies toutes les semaines en fait. Même en juillet, et c'est vraiment en août qu'on a eu chaud, mais en juillet, toutes les semaines il a plu, donc on ne l'a pas allumé le goutte à goutte. On a essayé de faire la pluie, ce qui pleuvait suffisait visiblement pour une semaine. Et quand vraiment il a fait très chaud la nuit et très chaud dans la journée et qu'il n'y avait plus de pluie, là on l'a allumé. Mais c'est vrai que quand il pleut dans la semaine, il n'y a pas besoin, hein. Mais enfin, l'idée c'est un peu comme un potager, quoi. Il faut aller voir, en plus d'aller voir les cochons, il faut prendre le temps d'aller voir tous les arbres et de vérifier que... voilà, hein, ça permet de vérifier la clôture aussi au passage et de voir qu'il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de branches, il n'y a pas de ronce qui est poussée et qui fasse une déperdition d'électricité. Mais faut surveiller très régulièrement. Donc on y est tous les 2-3 jours, hein, sur la clôture. Et si effectivement il n'a pas plu, on commence à regarder l'état des feuilles et on voit si l'arbre a besoin ou pas, hein. Mais honnêtement, on a beaucoup plus arrosé les cochons que les arbres cette année, ça c'est une certitude. Ouais, et puis bon, comme c'est sur la première année, je pense que le plus gros est passé. Le goutte à goutte, il va rester, je pense qu'il va rester là. Dans l'idée sur les 5 premières années pour les aider, mais c'est vrai que on va regarder aussi puisque les 2 cerisiers qu'on avait et puis les mûriers platanes sont sur le chemin du goutte à goutte, on va voir si eux aussi ça les améliore finalement dans leur qualité de vie quelque part. Hop, il y a eu un gros bruit qui a fait peur aux cochons et qui interpelle les chiens.
Donc c'est quelque chose qu'on va laisser, enfin moi je pense sur les 5 premières années de l'arbre. Après, une fois qu'ils sont lancés, mais bon, le changement climatique étant ce qu'il est, on verra. Une fois que c'est installé, il n'y a pas d'urgence, on n'en a pas besoin ailleurs. Et s'il faut le laisser, on le laissera parce qu'on ne sait pas si finalement les périodes de très très grosse chaleur vont pas s'étaler sur 6 mois et s'il n'y aura pas besoin d'aider les arbres qui sont là, quoi, hein. C'est une très très grosse inquiétude finalement, c'est comment la végétation va s'en sortir. Et alors, on a beaucoup de soucis nous avec les cochons et la chaleur l'été, mais finalement, moi, je ne voudrais pas trop être arboriculteur aujourd'hui parce que je trouve ça super inquiétant parce que la rapidité d'adaptation de l'arbre qui est planté depuis longtemps, elle n'est pas forcément très rapide. Et, et c'est pas évident que d'envisager comment sera cet arbre dans 10 ans et de quoi il va avoir besoin. Moi, je trouve ça assez inquiétant, quoi. Donc, il y a le goutte à goutte. Tu vas faire en sorte de ne pas trop s'en servir pour pas trop donner de mauvaises habitudes, entre guillemets, mais de l'avoir oui, quand il y a besoin. On va dire que c'est le seul gros investissement finalement. C'est les tuyaux de PER et les raccords d'arrosage. Mais c'est pas pareil, hein, sur les 70 arbres, s'il y en a pour 200 euros, c'est le maximum, quoi. C'est pas énorme. Par rapport aux bénéfices qu'on va en retirer et à la satisfaction qu'on en a, c'est pas énorme. Des- Bah non, regardez les poiriers là, ils sont pas trop taillés. Comme on les avait plantés ceux-là il y a 4 ans, à Groove quand il est venu, enfin quand ils sont venus, les bénévoles nous aider à planter tout ça. Et ils ont fait une petite taille sur les poiriers parce que j'y avais pas touché. J'ai pas trop taillé les arbres, mais c'est vrai que c'est nécessaire. Après, j'attends de voir. L'idée pour eux, c'était effectivement de ne pas avoir d'arbres trop hauts, mais plutôt bien touffus. Donc là, je vais voir à l'automne, on y est, mais dès qu'ils ont perdu leurs feuilles, peut-être pour couper les repousses et les garder, faire en sorte qu'ils s'épaississent et comme ils ne sont pas forcément très nombreux, qu'ils puissent faire une ombre comme ce petit chêne là, ça c'est plutôt pas mal. Euh, et puis tous les mûriers platanes qui ont été plantés, ouais, il va falloir les tailler parce que ça s'étale très très vite. Et puis en plus, c'est une friandise incroyable pour les cochons. Donc ça va faire partie du travail qu'on aura en plus. Mais c'est pas un travail désagréable. Après, il faut avoir le temps. Le problème, c'est que tailler septembre-octobre, s'il pleut, c'est pas forcément évident. Il faut trouver un peu de temps entre la transfo, l'élevage et la vente. Mais bon, on le trouvera. Il faudra le faire. De toute façon, c'est pas non plus une obligation. Enfin, je me sens pas forcément dans l'urgence de le faire, hein. Si un mûrier platane, celui-là n'a pas été taillé l'année dernière, si je le fais cette année, ça va bien. Si je le fais sur un an sur deux, je pense qu'on peut s'en sortir. C'est vraiment d'avoir le sécateur en poche tout le temps pour pouvoir glaner au fur et à mesure et donner ça aux cochons à chaque fois qu'on vient les voir, quoi. Si c'est 2 branches par 2 branches, et ben, on le fera comme ça. Et si vraiment ça devient quelque chose de très très, comment dire, chronophage, ben, on appellera quelqu'un dont c'est le métier. Finalement, je pense que le peu d'arbres qu'on a, 70 arbres, ça reste gérable, je pense, sur une journée et demie de travail, je pense. Donc dans le pire des cas, on fera appel à un professionnel. Après tout ce temps passé en notre compagnie, on imagine que c'est un sujet que vous aimeriez approfondir. À Vers de Terre Production, on propose aussi des formations finançables Vivea avec tous nos experts. Les liens sont en description de cette vidéo. À bientôt! Alors le fait d'avoir les porcs en plein air sur les chênes, ça permet d'avoir des animaux qui sont pas stressés. Et ça joue énormément sur les molécules qu'ils vont libérer dans leur corps et sur la qualité de la viande par rapport à un animal qui est incarcéré en bâtiment. Ça nous permet d'avoir des porcs qui sont musclés parce que même là, le terrain est en légère pente, mais dans les bois, il l'est beaucoup plus et forcément, ils font travailler les muscles, beaucoup plus qu'un cochon qui va être encore une fois entre quatre murs. Après, on est parti sur une durée d'élevage minimum 10 mois, plutôt 12 en moyenne, qui permet d'avoir des cochons d'une taille conséquente. Et donc, alors, il faut le nourrir pendant 12 mois, ça coûte forcément 2 fois plus cher qu'un animal de bâtiment qui
qui est nourri pendant 6 mois. Mais au final, on a une qualité de viande qui est bien plus belle. Et on a aussi des carcasses qui sont bien plus lourdes et donc bien mieux valorisées que s'ils étaient incarcérés, encore une fois, entre 4 murs. Euh, Après, la rentabilité, honnêtement, elle est pas dans la mesure où on est vraiment sur une toute petite échelle, on produit à peine 80 porcs par an, elle n'est pas énorme. Elle nous permet de vivre, de payer le crédit de la propriété et de mettre les enfants à l'école et de leur faire des études et de manger, quoi. Mais ça n'a pas une rentabilité folle, loin de là. Mais aussi parce que on n'est pas super empirique. Enfin, on n'est pas super méthodique, au contraire, sur l'aliment qu'on va leur donner. C'est 2,5 kg de ration par jour, mais enfin, quand on y va et qu'on leur verse le grain, il est aussi possible qu'il y ait 2,6 kg par tête, et puis une fois 2,4 kg. C'est, on, on est beaucoup plus basé sur l'idée que le cochon vit sa vie et a une belle vie, et qu'on passe beaucoup de temps, nous, à réparer ses bêtises, parce qu'il en fait beaucoup, parce qu'ils détruisent énormément. Ils ont une force phénoménale dans le cou, et que quand ils ont envie de s'amuser avec le tuyau qui met de l'eau dans leur abreuvoir, ils font vite des geysers. Enfin, ils cassent leur cabane comme c'est pas permis. C'est rigolo, il y a plein de choses à tirer, à arracher. Donc, le plus gros de notre travail, il est là, et on n'est pas on cherche pas une rentabilité excessive, on cherche à pouvoir en vivre sans plus, ce qu'on arrive correctement à faire, on va dire, tant qu'on est sur le schéma actuel. Après, si on perd des clients, si plus personne ne vient au marché, si les ventes directes ne marchent plus, ça sera plus compliqué. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans une démarche qui nous permettrait d'optimiser les coûts comme le font les agro-industriels en bâtiment ou les gens plus aguerris. Ce qu'on vend à nos clients, au-delà d'une viande de très bonne qualité, la raison pour laquelle ils viennent, c'est parce que la viande, ça faisait des années qu'ils n'en avaient pas mangé une viande comme ça. Enfin, c'est le retour qu'on a essentiellement, c'est vraiment la qualité de la viande, mais c'est aussi l'idée que derrière, la viande qu'ils ont mangée, elle provient d'un animal qui a eu une belle vie. Et la rentabilité a aucune place en fait dans tout ça, si ce n'est pour nous au final, quand il s'agit d'aller faire les courses ou de payer le crédit. Mais c'est pas une question de rentabilité en fait. Et c'est pour ça que travailler avec une association comme Agrouf, qui nous apporte de la plus-value en bien-être, mais qui ne nous coûte pas énormément en mise en place, c'est juste parfait, quoi, en fait. Parce qu'on est vraiment dans cette recherche-là, la plus-value dans le bien-être, et pas en espèces sonnantes et trébuchantes. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément de gros moyens non plus pour mettre en place des choses. Donc la rentabilité n'est pas folle, mais on ne l'a pas fait pour ça, en fait. Voilà. Tant qu'on arrive à en vivre, ça nous suffit amplement. Tant que nos cochons vont bien et qu'on n'a pas de soucis majeurs sur le travail, au-delà du volume de travail que ça nous demande, c'est impeccable, quoi. C'est la qualité de vie, la qualité de la viande, la qualité du travail. Enfin, tout est dans la qualité et non pas dans la quantité ou la rentabilité. C'est vraiment pas l'idée première qu'on s'en faisait. Donc du coup, on roulera jamais en Porsche Cayenne. C'est pas grave. c'est pas la recherche du tout. Par contre, encore une fois, je crois que je serai très très contente quand je verrai les arbres vraiment grandir et qu'ils ont tous la taille de ce cerisier-là, dont je ne sais pas quel âge il a, mais et là on se dira qu'on a fait quelque chose de bien, quoi. Voilà, pas trop de données économiques en fait, hein. Alors Agrouf a pas mal travaillé là-dessus et nous a restitué pas mal d'informations. Et après, nous, il y a ce qu'on a pu observer ici. Alors on reste limité aux connaissances du lieu. Il est évident que toutes les essences qui vont donner des fruits vont être les bienvenues. Il faut aussi que ce soit des essences qui s'adaptent au terrain. On est sur un terrain argilo-calcaire, donc il n'y a pas forcément tout qui va pousser. Les châtaigniers ont plutôt besoin d'une terre acide
et poussent bien là où il y a des pins et des sapins. Par exemple, on ne serait pas allé dans une forêt de pins ou de sapins pour aller mettre les cochons, ça n'avait pas grand intérêt. Même si grignoter des pommes de pin, ça les amuse pas mal. Mais en termes nutritifs, c'est pas terrible. En termes d'ombre, je suis pas sûre que ce soit formidable. Le châtaignier, en revanche, est extraordinaire parce que ça va faire des arbres très grands, ça fait une ombre très fraîche l'été. C'est très lumineux. Il fait plus frais sous le châtaignier que sous le chêne. Alors on a pris des relevés de température avec un jeune homme qui travaillait en agroforesterie. C'est pas énorme comme différence, mais néanmoins la feuille du châtaignier est plus large, plus claire et va vraiment donner cette sensation de frais que donne pas le chêne vert. Mais voilà, le châtaignier, bien évidemment, ses grandes feuilles, son ombre, ses fruits un peu sucrés pour le cochon, c'est vraiment le top du top. Malheureusement, on est sur une région qui a connu beaucoup de châtaigniers et qui a eu problème aussi beaucoup de maladies. Et les châtaigniers sont en train de crever les uns après les autres. Et puis parce qu'il fait très chaud et très sec et que le temps est en train de changer. Les grenadiers, par exemple, vont super bien chez les poules. Elles adorent manger les grenades une fois qu'elles ont éclaté, mais je ne sais pas si le cochon ça lui plairait, je pense. De toute façon, il mange à peu près tout. Hein. On a essayé, parce qu'on récupère les fruits à la sortie des marchés, des choses abîmées. La mangue, il la mange en 2 temps, 3 mouvements. L'avocat aussi, donc pourquoi pas la grenade finalement. Donc je pense que tant qu'il y a un fruit, le cochon ça lui va bien. Après, les essences qui vont bien sont les essences qui vont pour nous pousser vite. Donc le mûrier platane c'est top. Les essences qui vont faire beaucoup d'ombre, le mûrier platane c'est top. Son feuillage est vraiment adéquat. Et puis il doit y avoir un goût assez sucré parce que les cochons se jettent dessus. Hein. Et les chèvres aussi d'ailleurs. Après, il y a plein d'essences qu'on n'a pas essayées parce qu'on n'est pas sur une région où il y a des saules, où il y a des érables. Peut-être que ça irait bien. Il faut plutôt poser la question aux spécialistes en agroforesterie. En tout cas, toutes les essences qu'on a, nous, en Cévennes, sur les terrains calcaires, encore une fois, parce que sur les terrains acides, c'est pas sûr. Bon, enfin, sur le châtaignier, oui, mais toutes les essences qu'on a là sur la ferme, en tout cas, vont très très bien. Et moi, j'attends de voir avec curiosité les arbousiers, parce que ça va pas forcément faire beaucoup d'ombre, mais ça va faire plein de petits fruits très très goûteux. Donc, on verra bien ce que ces petits buissons vont donner. Après, pommier, poirier. On le sait, les cognaciers aussi, ça régale les animaux, quoi. C'est certain. Donc plutôt les fruitiers, mais pas que. Hein. Les chênes blancs font des gros glands aussi, ont beaucoup d'ombre. C'est toutes ces essences-là, en tout cas, nous, qu'on a trouvées sur place, vont très très bien. On a beaucoup de micocouliers dans le coin, ils ressèment très bien. C'est un arbre qui pousse super bien tout seul, visiblement. Il n'a pas besoin d'aide. Et quand on coupe, qu'on taille un picot-coulier, qu'on donne les branches aux chèvres ou aux cochons, ça part. Mais pas autant que le mûrier platane par exemple. Donc ça ne doit pas tout à fait avoir le même goût. Mais voilà, c'est des arbres aussi qui font une belle ombre et qui supportent bien la sécheresse visiblement. Après, voilà, il y a plein d'arbres à essayer. Je pense que des organismes comme Agrouf ont fait des études bien poussées. En tout cas, ils ont vraiment regardé les variétés de chênes, la taille des glands et les qualités nutritives de chaque gland, de chaque variété de chêne. Et c'est assez rigolo de voir que tel chêne est mieux implanté que tel autre. Bon, nous on a des forêts de chênes verts, on les a gardés. Hein. On va les glaner. Les branches devraient prendre de l'ampleur et tomber de part et d'autre des clôtures. Mais comme on le fait sur le verger, c'est là où on a le plus de fruits. De temps en temps, je prends un seau et je vais ramasser tout ce qui est au sol en fait. Et je le jette aux cochons qui sont là près de la ferme et qui sont les reproducteurs. Parce que sur un seau, il n'y a pas de quoi nourrir les 70 à l'engraissement. Mais globalement, les figues qui vont tomber, ça aussi, se régalent. Voilà, on va glaner tout ce qui va tomber au pied derrière le fil électrique quand on entretient la clôture, quand on entretient le petit bout de parcelle. On va rejeter par-dessus bord. Hein. De toute façon, déjà aujourd'hui, quand on passe avec la débroussailleuse pour enlever toute l'herbe sous le fil électrique, ils nous suivent, hein, que ce soit les poules ou les cochons. Ils ont tous très bien compris que derrière, ça vole et qu'il y a de quoi picorer ou fouir. Donc ça fera partie du jeu.
Mais toutes les personnes qui ont envie de planter des arbres, il faut le faire. Après, il faut vraiment, c'est le conseil, moi je le vois par rapport aux cochons, mais je pense que c'est pareil pour tout animal. Il faut vraiment faire en sorte que ces petits arbres qu'on fait pousser puissent grandir de façon sécurisée, on va dire, parce que quelle que soit la bestiole, il y a toujours un moment où ça finit dans la bouche et à être mâchouillé. Et, et prendre soin de mettre des essences qui finalement vont bien pousser. Mais euh, si on veut travailler en agroforesterie, faire appel à des associations qui en ont fait leur spécialité, je pense que c'est la première démarche à faire en fait. On a eu la chance de croiser Agrouf parce qu'on faisait partie de la filière Baron des Cévennes et qui se sont intéressés à nous. Et ça a été la chance finalement, c'est qu'on n'est pas parti comme ça, la fleur au fusil, en se disant bon, on va voir ce qui se passe. On a suivi les conseils de personnes qui sont bien renseignées là-dessus et alors ça nous a apporté en termes de conseils, mais ça nous a apporté aussi finalement en termes d'aide à la plantation, puisque eux sont des spécialistes des dossiers subventionnés et de la mise en place avec un objectif bien précis. Et finalement, on a bien travaillé en partenariat. Et puis ce qui est intéressant, c'est que derrière, ils proposent des formations et des conférences. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut apprendre avec ces associations-là. Et je pense qu'en fait, voilà, même si on a une parcelle comme nous, une grosse parcelle de bois, et qu'on met les animaux dedans pour plein de bonnes raisons, d'aller chercher du conseil auprès des ingénieurs en agroforesterie, parce que c'est un métier, c'est beaucoup de compétences et ça aide plutôt bien pour pour le conseil, pour l'aspect économique aussi. Donc, c'est tout bénef.